Bonjour Gilles Richard. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Gilles, vous êtes historien spécialiste de la droite française. Alors, à regard, c'est vrai qu'on observe, on analyse, on regarde beaucoup ce qui se passe à gauche, on parle de son éclatement, de ses divisions, mais à droite, la droite n'est pas en reste, c'est le moins que l'on puisse dire. Nicolas Sarkozy, enfin en tout cas depuis lui, les affaires judiciaires, les conflits internes aux Républicains, les rivalités de personnes, les différentes sensibilités de la droite et puis évidemment l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, il faut dire que le paysage de la droite a été profondément modifié. La droite est aujourd'hui très affaiblie, même si elle s'en est pas si mal sortie aux dernières élections, notamment régionales. Elle essaie de se reconstruire aujourd'hui autour de personnalités, c'est vrai avec Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse, qui ont quitté les Républicains, ou au sein même du mouvement Les Républicains, avec les rivalités internes que l'on perçoit, que l'on voit aujourd'hui entre des Éric Ciotti ou des Christian Jacob, qui n'incarnent pas forcément les mêmes lignes. D'où la perspective, dans la perspective des présidentielles, ce débat chez les Républicains autour de l'idée d'une primaire qui fait son chemin. On a parlé par le passé, on continue de parler aujourd'hui de ces gauches irréconciliables qui avaient été théorisées par Manuel Valls. Est-ce qu'on peut parler de droite irréconciliable aujourd'hui? Oui, puisqu'il y a des droites. Donc voilà. Mais dans tout ce que vous avez dit auparavant, il faut reprendre la précision du vocabulaire, parce que hélas, bien souvent, je trouve que la vie politique aujourd'hui est absolument illisible, incompréhensible, parce qu'on ne fait pas assez attention au vocabulaire. Et quand on dit la droite, d'abord, la droite, ça n'existe pas. Il y a des droites. Et donc là, en l'occurrence, quand vous parlez de la droite, vous voulez me parler du parti Les Républicains. Donc ça, c'est une première chose. Et il y a donc effectivement actuellement deux droites, on reviendra sur ce sujet, deux grandes familles de droite qui sont en conflit, les néolibéraux, on pourra revenir sur la définition que je donne des néolibéraux, et les nationalistes. Ce qu'à gauche, on a tendance à appeler un peu vite fait les fachos, mais qui n'ont quand même pas tant de rapport que ça avec les fascistes italiens ou les nazis des années 30. Voilà. Donc c'est sur cela qu'on peut parler, c'est à propos de la division entre néolibéraux et nationalistes qu'il y a des visions de droite. Après, deuxième élément qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il ne faut pas confondre les familles politiques et les partis politiques. Les familles politiques, c'est l'ensemble des citoyens qui se reconnaissent dans une certaine, comme on dit, culture politique aujourd'hui. On aurait dit idéologie il y a 40 ans, ou vision du monde. Et les partis politiques, ce sont les forces qui essayent de représenter lors des élections ces familles politiques. Donc, il y a aujourd'hui une crise des partis politiques qui se traduit par le fait que les partis ne correspondent pas aux familles. Voilà, il n'y a pas une bonne superposition entre tout ça. C'est pareil à gauche. Voilà. Il existe toujours une famille communiste, mais il est évident que le parti communiste dans cette famille est loin de la représenter en entier, et que d'une certaine façon, les partis comme NPA, LO ont un poids plus grand dans cette famille. Voilà. Donc c'est pareil à droite. Voilà. Donc maintenant, j'ai dit ça, on peut continuer. Vas-y, Pablo. Alors, justement, si on parle de famille politique, si on parle de la famille politique des droites au pluriel, est-ce que vous êtes d'accord en fait avec cette analyse qui consiste à dire que la droite, alors on va dire une des droites, est déjà au pouvoir et que La finalement droite Emmanuel néolibérale. Macron mène une politique. Voilà, là ça rentre dans cette droite néolibérale, pas forcément cette droite entièrement nationaliste, et que la droite, et que finalement le programme en fait qui est en train de mettre en place Emmanuel Macron au pouvoir, c'est ce que la droite classique, c'est-à-dire avant Emmanuel Macron, aurait rêvé de mettre en œuvre. Est-ce que vous pensez que cette analyse elle est justifiée? Est-ce que on pourrait dire en quelque sorte que Macron a en quelque sorte préempté l'espace politique des LR si on se passe du point de vue de la néolibéralité, on va dire? Alors tout à fait. D'abord, tout à l'heure, on pouvait croire que à droite la situation était difficile. Non, ça va très bien pour les droites. Ça va surtout très bien pour les néolibéraux. Mais on verra que ça va aussi très bien pour les nationalistes, d'une autre manière. Ça va très bien pour les néolibéraux, tout simplement parce qu'ils sont au pouvoir. Ils sont au pouvoir depuis Giscard d'Estaing sans interruption, sauf un court moment quand les gauches ont été de gauche en 81-83. Sinon,
la logique néolibérale a repris le dessus avec des variantes selon qu'on était strauss-kahnien ou juppéiste, je ne sais quoi. Mais les néolibéraux sont dominants, dirigent le pays de façon hégémonique, à mon sens, depuis 1974. Voilà. Et donc, Emmanuel Macron, il en est le pur produit. Voilà, il en est l'incarnation aujourd'hui. Il se trouve que son élection a correspondu à une crise profonde des partis politiques, et de gauche et de droite, très exactement de l'UMP et du PS, qui pendant 20 ans, depuis 2002, ont espéré instaurer un bipartisme à l'américaine. Hein, enfin, sauf qu'aux États-Unis, c'est pas complètement bipartisan hein, à l'échelle des États, loin de là, mais à l'échelle nationale. Ils ont tenté d'instaurer ce bipartisme et ça a totalement échoué. Et ces deux partis ont explosé. Voilà. Et Emmanuel Macron, il est l'homme qui arrive au bon moment. Il n'a pas de talent particulier, c'est pas le génie des Carpates. Hein. Il est simplement l'homme qui tombe au bon moment, qui a eu du nez. Et voilà, bah c'est un bon tacticien. Puis il avait un petit entourage qui avait aussi senti bien les choses et qui a pris une partie des socialistes, les strauss-kahniens, et une partie de l'UMP, les juppéistes. Et voilà. Mais cela dit, il a aujourd'hui un problème, c'est qu'il faut faire vivre tous ces gens ensemble et que, mais on pourrait y revenir, Emmanuel Macron, si c'est un bon tacticien, n'est vraiment pas un grand homme pour diriger un parti politique. Hein. Son parti politique, il en est qu'à ses balbutiements et il va avoir du mal. D'ailleurs, ils y pensent à créer un nouveau parti. Bon, mais c'est pas fait. Il aura du mal à le mettre en place d'ici à 2022. Vous avez utilisé ce mot magique de néolibéral parce que c'est vrai que souvent la gauche a tendance à aller pour peut-être parfois résumer le débat politique, à dire que telle ou telle personne serait néolibérale. Mais justement, sur cette question, vous avez parlé des deux familles, sur cette question néolibérale, sur ces questions principalement d'ordre économique, est-ce qu'il y a à droite, dans les droites de ce néolibéralisme, je pense à un Macron, une Pécresse ou un Bertrand, beaucoup de différences ou est-ce qu'on parle d'une même idéologie finalement? Bien sûr, de toute façon, s'il y avait Emmanuel Macron, Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand à la tête de l'État, je ne vois vraiment pas ce que ça changerait sur le fond. Hein. Bon. On aurait en gros la même politique avec les mêmes conseillers, les mêmes types de majorité, etc. Bon. Donc, pour moi, ce sont des néolibéraux. Mais quand je dis que ce sont des néolibéraux, ce n'est pas dans ma bouche une insulte. Hein, politique. C'est une manière de les caractériser de façon historique. Voilà. Les néolibéraux sont ces libéraux qui ont compris à la fin des années 30, dans le contexte de la crise de la Grande Dépression et de l'existence de l'Union soviétique, et puis de la montée du mouvement ouvrier, le Front populaire en France, qui ont compris qu'il fallait modifier leur rapport à l'État. Jusque-là, la famille libérale, qui en France a toujours existé, mais n'était pas dominante. Elle était toujours associée à d'autres forces. Elle considérait que les affaires économiques, ça devait être l'affaire des patrons, point final. Et les néolibéraux, eux, ils repensent le rôle de l'État et ils considèrent que l'État a un rôle central dans la protection et l'extension du capitalisme. Voilà. Que l'État doit institutionnaliser le capitalisme par la loi. Donc, ce sont des néolibéraux, ces gens, depuis le colloque Lippmann en 1938 à Paris, et puis la fondation du Mont Pèlerin en 1947, voilà, c'est toujours les mêmes. Hein. Enfin, c'est la même personne, mais c'est la même idéologie. Oui. Ouais. Oui, j'entends bien ce que vous dites. Pour autant, quand on écoute les discours d'un type comme Xavier Bertrand, là, qui est vraiment rentré en campagne, il y a quelque chose qui met très en avant et qui colle, qui concatène en fait avec la question économique, c'est la question des territoires. Il n'arrête pas de parler des territoires. Il a encore fait un déplacement hier à Châlons sur la question des territoires. Quelle conception cette droite, on va dire, cette droite de Xavier Bertrand, entend incarner sur la question des territoires? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux, les territoires? Parce que je pense qu'ils y mettent une dimension identitaire aussi, mais il y a aussi une dimension économique. Et là, je pense qu'elle est assez divergente d'avec celle d'Emmanuel Macron. Oui, je ne suis pas convaincu. Je pense qu'on est en campagne électorale et qu'on a ouvert la machine à discours pour essayer d'attirer les électeurs. Voilà.
Et puis, plus précisément, quand on est un candidat à la présidentielle non encore officiellement admis, eh bien, il faut glaner les voix des élus locaux. Donc, on a intérêt à parler des territoires. Voilà. Et puis, deuxièmement, on a intérêt à parler de cela quand on n'est pas un élu national, mais qu'on est un élu régional. Mais il me semble que ça, c'est la façade. C'est mon problème quand j'écoute tous les commentaires médiatiques sur la campagne électorale, c'est qu'on se focalise sur ça, le petit mot qu'il a dit, l'endroit où il est allé, en oubliant d'ailleurs des choses, hein, parce que son premier discours de campagne à Xavier Bertrand, il l'a fait à Chinon, chez son ami maire de Chinon, et il s'est mis à parler devant le château de Chinon de Jeanne d'Arc rencontrant Charles VII. À mon avis d'ailleurs, un discours qui ne va pas mobiliser les foules, hein, qui ne va pas lui attirer des millions d'électeurs. Bon, mais c'était pro domo pour avoir des signatures, parce qu'ils ont besoin de ces 500 signatures. Donc, je pense qu'il faut se méfier d'une analyse au degré zéro de leur discours, mais toujours replacer ça dans le contexte des familles politiques, de la crise des partis, des exigences d'une élection présidentielle et de la désaffection massive des citoyens et des citoyennes par rapport aux élections. Juste sur la différence toujours entre Emmanuel Macron, tout à l'heure vous avez dit que Xavier Bertrand et Pécresse pourraient mener exactement la même politique que Emmanuel Macron, notamment sur les questions économiques, voilà, plus ou moins. Est-ce que vous pensez que par exemple dans le contexte du Covid, Emmanuel Macron, l'État a énormément dépensé, il a parlé du quoi qu'il en coûte. D'ailleurs, après, il va se poser la question de comment on va le rembourser. Et là, ça va y avoir une question politique très, très forte. Mais est-ce que vous pensez qu'un Xavier Bertrand ou une Valérie Pécresse aurait agi de même, aurait dépensé autant en fait, de deniers de l'État ? Si Valérie Pécresse avait été présidente depuis 2017 et avait visé à être élue en 2022, oui, elle aurait fait la même chose. Et Xavier Bertrand aussi. Et Xavier Bertrand aussi, bien sûr. Alors, on parle souvent de cette droite, ou en tout cas, beaucoup des personnalités de droite se revendiquent de Gaulle. On parle souvent de la figure de Gaulle. On se pose la question de est-ce qu'il existe encore aujourd'hui une droite sociale ? On aurait pu estimer, compte tenu de la politique d'Emmanuel Macron quand même très à droite, que ce qui reste des Républicains aurait pu justement vouloir faire émerger une droite humaniste, plus sociale. Et pourtant, on le voit bien, c'est plutôt vers l'extrême droite qui mène campagne. Comment est-ce que vous l'expliquez ça ? Est-ce que justement, c'est cette ambition de vouloir faire cohabiter cette droite ultralibérale et cette droite nationaliste ? Est-ce qu'ils tendent vers ça aujourd'hui, les Républicains ? Non, alors ils ne veulent pas faire cohabiter. Mais bon, d'abord, le fait de se réclamer de Charles de Gaulle, c'est la mode. Tout le monde s'en réclame. Jean-Pierre Chevènement déjà en son temps. Et de toute façon, comme il est mort, ça ne coûte rien de s'en réclamer. Hein. C'est le grand homme actuellement le plus populaire. Il a dépassé Napoléon Ier et Louis XIV depuis une vingtaine d'années dans les sondages qu'on fait régulièrement. Voilà. Et on se réclame de Charles de Gaulle comme sous la Troisième République, on se réclamait de Jeanne d'Arc, autant à gauche ou à droite. Hein. Et comme Jeanne d'Arc était morte, elle ne pouvait pas répondre. Voilà. Alors après, est-ce que le gaullisme est social ? Particulièrement. Oui, dans le cadre du général de Gaulle, il a une formation catholique sociale. Seulement, quand il était président de la République, il a pris comme Premier ministre Georges Pompidou, qui est le prototype du néolibéral. Hein, avec quand même une culture historique et littéraire très supérieure à celle d'Emmanuel Macron, il faut quand même le dire. Hein. Et donc, quand il a voulu vraiment faire du social après 68, c'est-à-dire instaurer la participation, hein, eh bien, il a échoué. Et il a été combattu par Georges Pompidou en personne qui a pris sa place. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'une droite sociale ? Eh bien, ça n'existe plus parce qu'on n'en a plus besoin de droite sociale. Le mouvement ouvrier est moribond. Le PCF n'existe quasiment plus. Le PS n'est plus de gauche. La CGT a moins d'adhérents qu'en 1914. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire du social ? Mais en fait, à vous écouter… Sur nos rapports de force, tout ça. D'accord ? Alors, je suis désolé de dire ça à des gens de gauche qui entendent ça. Bon, je le dis de façon d'autant plus désolée que moi-même, je ne suis pas de droite. Mais il faut regarder la situation telle qu'elle est, si on veut comprendre la réalité des droites. D'accord ? Hein ? Je pense qu'on ne peut même plus parler de classe ouvrière aujourd'hui.
Il y a toujours des ouvriers, des millions d'ouvriers, mais ils ne forment pas une classe qui structure le mouvement ouvrier. Puisque précisément, les néolibéraux, en alliance avec le grand patronat, ont réussi à détruire cela. Ils y ont mis le temps, 30 ans, mais ils y sont arrivés. Voilà. Mais en fait, à vous écouter, on a l'impression qu'il n'y a plus aucun espace finalement entre la droite qui est au pouvoir et qui est incarnée par Emmanuel Macron et l'extrême droite qui serait représentée par Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Est-ce que c'est ça que vous dites? Alors, il n'y a plus d'espace. Alors, on va en venir à cette question, est-ce que la France est de droite? La vie politique française, elle est structurée depuis la Révolution française par le clivage entre gauche et droite. Gauche au pluriel, droite au pluriel. Au XIXe siècle, la question porte sur le régime politique. Est-ce qu'on va être en république, avec la souveraineté populaire, le suffrage universel, les libertés publiques, tout ça, ou est-ce qu'on va être dans un régime de type personnel? Bien. Ça, c'est le combat entre gauche et droite. Mais à droite, on est pour le pouvoir personnel. Mais il y a plusieurs droites. Il y a les légitimistes, les orléanistes, les bonapartistes. C'est pas les mêmes. Mais quand il s'agit de s'unir contre les républicains, ça fonctionne. Donc, le clivage droite-gauche, il se fait sur le régime. Il se trouve que les républicains l'emportent dans les années 1880. C'est eux qui gagnent. Ils écrasent ces droites bonapartistes et monarchistes. Mais ces républicains au pouvoir, une fois au pouvoir, et majoritaires, se divisent eux-mêmes. Une fois que la République est installée, la question se pose de savoir quelle République on va avoir. Est-ce qu'on va avoir une République libérale, ce que veut Jules Ferry, Jules Méline, Léon Gambetta, qui sont tous pour la République libérale, c'est-à-dire qui est associée au capitalisme industriel en plein essor et au colonialisme, ou est-ce qu'on va avoir une République sociale, ce que le mouvement ouvrier émergent, les premiers partis socialistes, gaullistes et Jean Jaurès, qui est le grand penseur de tout ça, expliquent. Est-ce qu'on va avoir une république où le principe liberté, égalité, fraternité, ça s'applique pas seulement dans la loi ou dans le quotidien, mais ça s'applique aussi dans les entreprises, dans les usines, dans les mines et dans les grands chantiers. Et naturellement, si on met liberté, égalité, fraternité dans une grande usine, eh ben c'est tout le capitalisme. Et là, le clivage droite-gauche, il fonctionne là-dessus, parce que le mouvement ouvrier est puissant, il se développe en même temps que le pays s'industrialise massivement. C'est les étapes 1906, première grève générale, le Front populaire, la Libération, 68, etc. Dernière queue de comète, 81. Bien. Mais aujourd'hui, comme le mouvement ouvrier s'est liquéfié et s'est auto-détruit par mauvaise appréciation, mauvaise stratégie, mais aussi a été attaqué de toutes parts par les néolibéraux et par le grand patronat, eh bien, le clivage aujourd'hui n'est plus entre république sociale ou république libérale. Il est entre une France, une république intégrée dans la vaste Union européenne sans rivage, sans frontières et sans constitution, ou, au contraire, on se replie sur les référents identitaires classiques d'un pays avec des frontières, une monnaie, etc. Ça, c'est le camp des nationalistes. Les nationalistes, jusqu'aux années 80, ils ont existé. Cette famille politique, elle naît au moment de l'affaire Dreyfus, du boulangisme, de l'affaire Dreyfus, fin 19e. Mais elle est marginale. Elle n'a pas de poids politique pour l'emporter. Bon, sauf en 1940, mais c'est la défaite. Et dans 1944, ils sont liquidés. Bon. Elle peut réémerger justement dans les années 80 et en 84 précisément aux élections européennes parce que les gauches sont en crise profonde. Le mouvement ouvrier est en régression. Depuis 77-78, les syndicats perdent des adhérents chaque année, ils n'en gagnent pas. 77-78. 77-78, c'est la rupture de l'union des gauches, l'abandon du programme commun. Voilà. Et ensuite, 83-84, c'est le tournant de la rigueur. Les socialistes renoncent à changer la vie. Et les communistes sont déjà assez affaiblis comme ça pour ne pas pouvoir inverser la vapeur. Voilà. Donc pour vous, les nationalistes arrivent. Ouais. Est-ce que du coup, je le disais tout à l'heure, le débat qui émerge autour de pour ressouder la famille de la droite des Républicains, on ne parle pas de cette autre droite, vous voulez dire. du parti des Républicains.
Oui, mais qui semble vous… Ressouder les Républicains, on peut toujours s'y essayer, mais je crois que c'est… Non, mais le parti va exploser. Certains parlent d'une primaire ouverte qui pourrait aller jusqu'à Dupont-Aignan, qui intégrerait Zemmour, etc. Enfin, on ne sait pas très bien quel est le périmètre, mais est-ce que d'abord, ce n'est pas franchement l'ADN de la droite que d'organiser des primaires, même s'ils l'ont déjà organisé par le passé, ou est-ce que la droite est condamnée à n'exister ou à ne devoir exister que par l'incarnation de l'homme ou la femme providentielle, charismatique, à l'image d'un Sarkozy? Est-ce qu'il n'y a qu'un Sarkozy qui peut sauver, enfin l'image d'un Sarkozy qui pourrait sauver ou ressouder ces droites-là? Ça n'a pas suffi, Sarkozy, parce qu'il a perdu en 2012. Oui. Là, vous confondez droite néolibérale et parti Les Républicains. Ouais. Les néolibéraux, ils n'ont pas besoin de LR. Ils sont au pouvoir avec les macronistes. Mais alors finalement, la solution… La solution, c'est quoi, Gilles Richard? C'est qu'en fait, il existe au sein des Républicains des gens qui seraient malhonnêtes intellectuellement parce qu'ils adhéreraient à ce que fait Emmanuel Macron en termes de néolibéralisme. Il y a cette adhésion-là. Et que donc tout ça devrait se dissoudre soit du côté d'Emmanuel Macron, soit du côté de Marine Le Pen et Éric Zemmour. Mais bien sûr, qu'est-ce que c'est qu'Emmanuel Macron? C'est un homme qui a bâti sa victoire et qui bâtit son gouvernement et son action sur l'association de l'aile néolibérale des socialistes, les Strauss-Kahniens, les Hollandais, et il reste un petit PS croupion. Il n'y a que Olivier Faure qui croit que le PS va conquérir le pouvoir. Hein, c'est un parti en crise profonde. Bon. Et d'un autre côté, il a pris les jupéistes à LR. Ouais. Et donc, LR est en train de se dissoudre comme le PS. Ils vont passer… Depuis 2017, qui est au pouvoir en 2017? Emmanuel Macron, qui est entouré des Strauss-Kahniens, et son Premier ministre, Édouard Philippe, qui est entouré des jupéistes. Et on a bien là ce que c'est que le macronisme. Et il est en train, et théoriquement, s'il avait été un bon chef de parti, il aurait fabriqué avec ça un nouveau parti. Il se trouve qu'il n'y arrive pas parce qu'il ne sait pas faire. Ce qui pourrait s'apprêter à faire visiblement d'ici quelques semaines pour la prochaine campagne. Il va falloir qu'il accepte de laisser quelqu'un bâtir le parti. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui aurait été capable de faire ça parce qu'il sait bâtir un parti, c'est François Bayrou. Mais naturellement, il n'était pas question de lui laisser trop de place. Bon, et parce qu'Emmanuel Macron aime bien tout contrôler. C'est sa limite et c'est peut-être ce qu'il perdra d'ailleurs, hein, comme dans sa manière de gérer la crise du Covid. Bon, mais on ne va pas faire de psychologie la petite semaine. Il se trouve qu'il ne sait pas être un chef de parti. Voilà. Et il n'est pas comme Giscard d'Estaing qui avait un Raymond Barre, qui avait un Michel Poniatowski avec lui. Poniatowski, il savait ce que c'était que faire un parti. Hein. Il n'était pas comme Antoine Pinet qui avait un Roger Duchet pour faire le CNIP. Bon. Lui, il fait le vide autour de lui pour ce qui est de l'organisation du parti. Et il le paye, il s'en rend compte aujourd'hui. Et c'est ça la limite du macronisme. Ce qui laisse une marge de manœuvre à des Xavier Bertrand ou des Valérie Pécresse qui, quand même, vous l'avez bien noté, ont bien pris garde de quitter LR, le bateau qui coule. Il reste un personnage à droite dont on n'a pas encore parlé, c'est Éric Zemmour. C'est quoi sa place dans tout ça? Est-ce que vous pensez qu'il y a une place pour une telle incarnation un peu stricto sensu, en gros, de la droite nationaliste? Parce que lui, il incarne que ça. Il est même pas, c'est pas du tout la droite néolibérale. On ne sait pas trop d'ailleurs ce qu'il pense sur les interventions de l'État, etc. Donc, est-ce que lui, il pourrait avoir une carte à jouer dans la présidentielle de 2022? Alors, la droite nationaliste, elle n'a pas besoin d'Éric Zemmour pour exister. Elle a le Rassemblement national et Marine Le Pen qui, au second tour de 2017, a quand même fait, il ne faut pas l'oublier, théoriquement, tout le monde dit qu'elle a perdu, mais elle a quand même elle a quand même rassemblé 11 millions de suffrages, c'est-à-dire 5 fois plus que le Front National en 84 et le double de son père en 2002. Donc, pour un parti qui est en difficulté, il se porte plutôt bien. Alors après, ça ne veut pas dire que le Rassemblement national peut arriver au pouvoir. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il ne peut pas y arriver en 2022. Hein. Bien malin, qui est capable de prévoir ce qui va se passer dans 10 mois, compte tenu de la situation. Ouais. Je me garderai bien de dire qu'il va gagner. Par contre, je peux dire qu'il n'est pas impossible, qu'Emmanuel Macron ne puisse pas être candidat, on ne sait jamais, et 2, il n'est pas impossible que Marine Le Pen gagne l'élection. Mais après, il y a plein d'autres solutions, plein d'autres possibilités dans tout ça. Mais alors, du coup, avec une crise grave qui n'est pas d'élection présidentielle, qu'elle soit reportée.
Ouais. Mais du coup, les 7% d'Éric Zemmour dont il est crédité dans les sondages, d'où est-ce qu'ils sortent? Alors, les sondages, il faut savoir que la plupart des sondages sont faits en interrogeant des gens qui veulent répondre aux sondages. D'accord? Et ceux qui ne votent pas, 2 tiers des gens ne sont pas allés voter, ne s'intéressent plus aux élections régionales. Au présidentiel de 2017, il n'y a jamais eu autant d'abstention au second tour, et surtout jamais autant de millions de bulletins blancs. Bon. Donc, les sondages, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Ça sert, bien sûr, c'est utilisé, complètement instrumentalisé dans les campagnes, mais voilà, il faut les prendre pour ce qu'ils sont. C'est un élément parmi beaucoup d'autres. Éric Zemmour, peut-être qu'il pourra percer, prendre des voix à Marine Le Pen, il en prendra de toute façon autant à Emmanuel Macron, hein, ou à un autre candidat néolibéral qui pourrait percer. Et puis deuxièmement, et pour l'instant, il n'a pas ses 500 signatures, et puis après, il n'a aucune force politique derrière lui. Bien. Parce qu'Emmanuel Macron, lui, avait toute une partie du PS, une espèce de PS souterrain, qui le soutenait hein, dans sa campagne. Il n'était pas complètement isolé. Il avait toute l'aile strauss-kahnienne derrière lui, plus d'autres. Donc Zemmour, il représente, le phénomène Zemmour aujourd'hui est un état de la crise des partis politiques, hein, qui ne sont pas, le Rassemblement national lui-même n'est pas capable de contrôler complètement les candidatures nationalistes. Hein. Et puis, il est le résultat de la montée en puissance des réseaux dits sociaux, que je qualifierais plutôt d'asociaux, et de ces télés continu, voilà, bon, et qui en même temps ne sont pas regardés par des dizaines de millions de personnes. Et donc tout ça est très difficile à mesurer. Voilà, très difficile. On a une dernière question, Gilles Richard. Vous en avez un peu parlé parce que c'est vrai qu'on entend ce son de cloche chez les commentateurs, chez les journalistes. Vous l'avez dit, la France est à droite. Vous y avez pour partie répondu, mais c'est vrai qu'on voit par exemple dans les mouvements émergents de ces dernières années, la question de la liberté revenir au cœur des revendications sans qu'elle soit adossée à la question de l'égalité, ce qui a fait justement le cœur du mouvement ouvrier. Le fait qu'aujourd'hui cette question de la liberté soit au cœur des préoccupations, on voit des anti-vax en ce moment, des manifestations qui ont lieu chaque samedi par exemple, est-ce que c'est un signal quand même de cette France qui serait en train de basculer ou qui est déjà profondément ancrée à droite? Bon, alors, se réclamer de la liberté n'est pas complètement nouveau, puisque Jacques Chirac, dans la première cohabitation, gouverne au nom de la liberté. Hein, déjà. Programme libre et responsable, ça s'appelle. Et la liberté est mise à toutes les sauces. Bon. Deuxième chose, quand on est dans un pays où, pendant 2 siècles, on a eu un clivage entre droite et gauche, avec des rapports de force entre les droites et les gauches différents, mais toujours droite-gauche. On ne pouvait pas parler de France à droite. On ne pouvait pas parler de France à gauche non plus, hein, d'ailleurs. Voilà. Depuis que les gauches se sont liquéfiées, effondrées, volatilisées, eh bien, est montée une nouvelle question centrale, non plus la question sociale, mais la question nationale. En même temps, d'ailleurs, que la France s'intégrait, se diluait, se perdait de plus en plus dans l'Union européenne, elle-même néolibérale. D'accord ? Et à partir de là, comme la question principale qui est posée, que le Rassemblement national a réussi à poser, la question nationale, c'est elle qui organise le débat politique et qui organise le second tour de la présidentielle, et bien effectivement, on a l'impression que tout tourne autour des droites, puisque c'est 2 droites qui s'affrontent. Mais la lutte des classes continue, puisque le vote du Rassemblement national est d'abord un vote ouvrier et populaire. Populaire et ouvrier, on va dire. Hein, alors que les classes moyennes, et bien sûr les grands milieux d'affaires, votent pour les néolibéraux. Donc, les gauches ont perdu la main, l'organisation de la lutte des classes. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus. Hein. Simplement, pour que les gauches puissent reprendre la main, car je crois qu'il y a encore des millions de gens qui sont de gauche en France, hein, dont nous 3, il faut désormais, puisque la question nationale est posée, il faut que les gauches soient capables, au moins une des forces de gauche, soit capable de répondre à la question nationale, c'est-à-dire d'offrir une perspective
de gauche à une France qui est dans l'Union européenne Ouais. et dans un monde du capitalisme, de la troisième révolution industrielle, etc. Voilà. Et pour l'instant, il n'y en a pas de réponse. Voilà. Encore du chemin à faire. Voilà. Mais on peut toujours lire le livre de Jean-Numa Ducange sur la social-démocratie austro-hongroise qui est paru et qui, avant 14, les sociodémocrates d'Autriche-Hongrie, confrontés à la question nationale, dans un pays où il y avait 10 nationalités reconnues officiellement, et bien plus en réalité, se posaient cette question. Ouais. Et associaient la réflexion sur la lutte des classes et la question des nationalités. Voilà. Donc il y a beaucoup de travail à faire, mais tant qu'on ne répondra pas à la question nationale, les gauches sont inaudibles. Ouais. Voilà. Inaudibles, puisque c'est la question qui structure. Je n'y peux rien, je le regrette. J'aurais préféré que ce soit la question sociale qui structure le débat politique. Mais ce n'est plus le cas, parce que les gauches ont perdu le combat. Voilà. Donc, il faut remettre ce combat social, mais en l'intégrant à la question nationale. D'accord. Voilà. Bien entendu. C'est bien Eh ben, entendu. merci beaucoup. Le message est passé. Richard. Merci.